Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre émission Appalaches en quelques mots. Ceux qui croyaient que la fermeture des mines d'amiante allait permettre à la région de retrouver une certaine quiétude et de vivre en paix seront surpris d'apprendre qu'au cours des 6 derniers mois de l'année 2017, le directeur de santé publique, M. Philippe Lessard, n'y est pas allé de main morte à l'endroit d'une entreprise culturelle de la région et d'une société minière têtefordoise. Dans une lettre datée du 18 juillet 2017, Philippe Lessard émet de nombreux avis relatifs aux visites minières qui, selon lui, exposent inutilement la population à la présence de fibres d'amiante dans l'air et qui remettent en suspension des fibres d'amiante dans l'air. Nous avons rappelé à plusieurs reprises que les anciens sites miniers ne doivent pas être accessibles à la population en général et à plus forte raison aux touristes, mentionne-t-il. Les visites à bord de la lab mobile, la cueillette de minéraux, la protection des travailleurs, conducteurs et guides, les bornes d'interprétation sur les sites et les sentiers des mineurs de Sacré-Cœur de Jésus à proximité de la mine Boston, tout y passe. Les touristes qui empruntent ces sentiers soulèvent la poussière et peuvent être exposés inutilement aux fibres d'amiante dans l'air. La santé publique serait favorable à un meilleur balisement de ces derniers avec des matériaux exempts d'amiante, écrivait-il le 18 juillet dernier. Résultat, le 8 décembre, le président du Musée minéralogique et minier de Thetford Mines, M. Yvan Fauché, avisait Philippe Lessard que le Musée minéralogique et minier avait procédé à certains ajustements. Et ce que M. Fauché appelle des ajustements, le Musée minéralogique et minier n'offrira plus d'excursions sur les anciens sites miniers. Elles seront remplacées par un tour de ville historique, un tour de la ville de Thetford Mines. L'activité cueillette de minéraux sera déplacée sur le site de la mine de Pierre-à-Savon, ou si vous préférez la mine de Talc, à plus de 30 km du musée. Pour le reste, le musée minéralogique précise que la gestion des sites miniers et leur accès ne lui appartient pas. Et M. Fauché conclut sa lettre au directeur de la santé publique en soulignant l'impact important de ces mesures sur les frais encourus et sur les revenus du musée. Vous n'êtes pas sans savoir que nous ne pouvons effacer les traces de plus de 140 ans d'exploitation minière. Il nous faut vivre avec, écrit M. Fauché. Le 21 décembre dernier, à 4 jours de la fête de Noël, M. Philippe Lessard, directeur de la santé publique, écrivait à la société Asbestos Limitée une lettre sur la réutilisation des résidus miniers d'amiante à l'extérieur des propriétés minières. Et la lettre se lisait comme suit. Nous avons été informés que votre entreprise permet à des entrepreneurs de s'approvisionner en résidus miniers d'amiante pour des travaux à l'extérieur des propriétés minières. La réutilisation des résidus miniers provenant d'anciens sites d'exploitation d'amiante nous préoccupe en tant que responsables de santé publique, considérant qu'une telle activité pourrait remettre en suspension des fibres d'amiante dans l'air et exposer inutilement la population à un contaminant cancérigène. Bien que ces résidus miniers constituent un matériel de proximité et un matériel économique, leur réutilisation faite de manière non contrôlée
ne peut être cautionné du point de vue de la santé publique et ne représente aucunement une gestion responsable du risque d'amiante, considérant les éléments suivants. Les résidus miniers de la région de Thetford peuvent contenir des concentrations élevées de fibres d'amiante. Tous les types de fibres d'amiante, y compris le chrysotile, sont classés dans le groupe 1, soit cancérigène pour l'homme. L'Organisation mondiale de la santé a statué qu'il n'y a pas de preuve de seuil sécuritaire d'exposition pour les effets cancérigènes de l'amiante et un accroissement du risque de cancer a été observé dans des populations exposées, et ce, même à de faibles concentrations d'amiante. En conséquence, écrit M. Lessard à la Société Asbestos, nous vous demandons de ne plus rendre accessibles vos terrains aux entrepreneurs et à la population, afin de cesser toute activité de réutilisation des résidus miniers d'amiante non soumise à un contrôle ou à une évaluation gouvernementale. À défaut de mettre fin à ces activités de ravitaillement de résidus miniers pour usage à l'extérieur de propriétés minières, la Direction de santé publique pourra utiliser divers moyens légaux qui sont à sa disposition afin d'assurer la protection de la santé de la population et des travailleurs de son territoire, avertit le Dr Lessard, directeur de santé publique. Informé de l'existence de ces lettres au Musée minéralogique et minier de Thetford Mines et à la Société Asbestos Limitée, le mouvement pro-chrysotile québécois et son président, M. Serge Boilard, ont réagi vivement aux lettres de M. Philippe Lessard. M. Boilard parle d'arguments qui sont à la limite du raisonnable et sont dépourvus de sens pratique. M. Boilard écrit « Lorsque vous affirmez que tous les types d'amiante sont cancérogènes, vous devriez vous imposer le devoir de préciser ce que tout le monde scientifique reconnaît, c'est-à-dire que le chrysotile ne provoque qu'exceptionnellement le mésothéliome. La fibre de type chrysotile n'est pas responsable des mésothéliomes, mais les amphiboles le sont. De plus, quand vous affirmez qu'aucun seuil n'est connu ou reconnu quant au danger que représentent tous les types d'amiante, votre assertion est incorrecte, de mentionner M. Boilard. Il poursuit en mentionnant « Nous savons qu'actuellement, en regard du projet d'une nouvelle réglementation fédérale au sujet du chrysotile, un groupe de recherche et de santé publique du Québec s'objecte à toute permission de travailler à partir de nos résidus miniers. Cette avenue nous semble radicale, méprisante et incorrecte quand on connaît la capacité que nous avons aujourd'hui de travailler dans des conditions optimales pour la santé des travailleurs ainsi que celle de la population en général. Ces résidus de serpentine représentent environ 800 millions de tonnes, ce qui permettra à des centaines de travailleurs de gagner honorablement et de façon sécuritaire leur vie et pour une durée de quelques centaines d'années. Encore une fois, pour produire des métaux ou produits dont l'environnement en sortira gagnant. Et M. Boilard poursuit en mentionnant « Nous nous permettons, Dr Lessard, de vous inviter à un niveau de pensée et d'intervention plus objectif et moins menaçant. La science véritable serait un guide beaucoup plus sain et réaliste que de se laisser influencer par une perception et une propagande abusive et malsaine. Accepter sans prudence d'être ou de devenir l'instrument des lobbies anti-amiante n'est pas synonyme d'objectivité allant dans le sens que nous indique la science. Notre milieu est fier et intelligent
et est en droit de s'attendre à plus de rigueur et de bon sens. Et la lettre de M. Boilard est accompagnée d'un argumentaire de 5 pages qui vient contrecarrer les arguments émis par le Dr Philippe Lessard, directeur de la santé publique. Et comme si ce n'était pas assez, le 20 février dernier, un impressionnant collectif d'organisations a envoyé une lettre commune aux chefs des 4 principaux partis politiques du Québec, les implorant de mettre de côté toute partisanerie et de s'entendre pour resserrer promptement la norme provinciale d'exposition professionnelle à l'amiante. Alors, c'est certainement un dossier qui reste à suivre. La Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines a annoncé récemment que plusieurs changements et améliorations seront apportés à la 11e édition du Gala Zénith. Directeur de compte aux entreprises chez Desjardins, M. Alex Marcoux a souligné l'importance de l'événement pour les entreprises et les entrepreneurs. Écoutons M. Marcoux. Reconnaître nos entrepreneurs, c'est important. Ça donne de la visibilité à la région, ça crée un sentiment de fierté, ça crée de l'engouement. Pour une entreprise, être finaliste, ça donne aussi de la visibilité, mais ça donne aussi beaucoup de crédibilité à celle-ci. Dans mon travail, je côtoie beaucoup d'entreprises. J'ai déjà vu une entreprise se servir de la reconnaissance du prix du Gala Zénith pour s'ouvrir les portes chez un client d'envergure, puis ça l'a ouvert les portes, ça lui a permis d'obtenir un contrat qu'elle avait de la misère à obtenir. J'ai déjà vu un autre organisme signer un important partenariat avec une société d'État. Tout ça grâce au prix du Zénith. Donc, le Zénith ouvre des portes. Bref, j'invite la communauté d'affaires à participer en grand nombre au Gala Zénith, mais surtout, j'invite les entrepreneurs à poser leur candidature. La présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines, Maître Lucie Rouleau, a également tenu à démontrer que l'événement était une occasion à ne pas laisser filer pour les entreprises. Madame Rouleau nous donne ses impressions. C'est une très belle vitrine pour souligner l'excellence des entreprises de notre région, comme le disait M. Marcoux. On invite donc les entreprises à postuler en grand nombre pour prendre part à cet événement de prestige. D'ailleurs, en nouveauté cette année, on va inviter les gens d'affaires à dénoncer des entreprises ou des gens d'affaires de leur entourage là, qui pourraient bien cadrer dans une catégorie quelconque. Donc, on demande aux gens de s'impliquer pour faire que les candidatures soient plus importantes, qu'on ait un meilleur bassin au niveau des candidatures. Ensuite, outre la reconnaissance publique qu'entraîne évidemment la participation à l'événement, ça donne une importante visibilité aux finalistes par l'intermédiaire des publicités à l'intérieur de nos médias locaux, mais aussi provinciaux. Donc, on fait quand même la publicité de notre gala là, à grande échelle. Nous avons noté aussi qu'une participation au Gala Zénith augmente le sentiment d'appartenance dans les équipes de travail. Donc, les entreprises en sont gagnantes à ce niveau-là aussi. Le Gala Zénith arborera une nouvelle identité visuelle. La directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de Thetford Mines, Mme Suzanne Lacombe, a profité de la conférence de presse pour nous décrire ce nouveau visage du Gala Zénith. Comme vous avez pu le constater depuis le début de la conférence, nous vous présentons une nouvelle image, classique, chic, mais aussi moderne. Alors, l'objectif de cette nouvelle identité visuelle du gala, c'est de faire refléter l'excellence et l'accomplissement par une image dynamique, unique, intemporelle, reconnaissable, mais surtout adaptable aux différents médias, qu'ils soient imprimés, qu'ils soient web, alors également développer des outils promotionnels. L'identification visuelle du gala met en valeur de façon simple les éléments suivants. Alors, le symbole du carré, unique et plein d'entrain, on y reconnaît le gala qui est le centre d'intérêt de celui-ci. Il est structuré, fiable, solide et emblématique. Le carré symbolise, dans le fond, l'unité, l'intégralité et l'équilibre d'un événement de façon discrète.
Il peut aussi faire référence à la base de notre trophée que nous offrons aux gagnants des catégories nominées. Il représente également la restructuration de celui-ci, donc une certaine évolution et avancement de l'événement. Il est aussi inclus dans les A et dans le I du texte, alors pour faire un rappel et faire la base des éléments. C'est aussi un élément graphique qui est très actuel et intéressant, qui ne se démode pas avec les années. Et au nombre de 3, les carrés intégrés dans le texte reflètent aussi l'effet de surprise et le fait qu'il ne soit pas un nombre pair permet également au logo d'être plus dynamique et équilibré pour pouvoir bien balancer le tout. La typographie, tant qu'à elle, alors le texte est intégré de façon symbolique pour montrer l'ouverture et le dépassement des entreprises du gala. Quant aux couleurs, elles se veulent distinctives. Chacune des couleurs apporte une symbolique particulière. Le bleu, on sait que c'est une couleur qui est extrêmement liée au rêve et à la sagesse. C'est l'une des couleurs préférées de tous. Le bleu aussi, c'est l'écho de la vie, du voyage et des découvertes. Donc, cette couleur plaît généralement à toutes les générations et elle est signe de fraîcheur et de renouveau. Le gris, lui, a le mérite d'être plus doux, plus apaisant et calme. Alors, il est généralement un passe-partout et se prête bien avec quasiment toutes les autres couleurs. Sobre et élégant, il est donc un bon allié du bleu. Concluons en signalant que le gala en question compte 12 catégories qui ont connu quelques modifications. Alors, Madame Lacombe précise. Vous remarquerez que nous avons fusionné certaines catégories. Ainsi, nous aurons la catégorie entreprises de services qui regroupe maintenant services aux entreprises et services à la personne. Vous remarquerez également le regroupement d'entreprises manufacturières qui regroupe dorénavant manufacturières de moins et de plus de 40 employés. Nous avons aussi la catégorie entreprises et en démarrage et relève, le 12 à 36 mois, à qui s'ajoutent les start-up qui avaient une catégorie jusqu'à maintenant distincte. Des changements aussi à la catégorie zénith artistique, qui était connue comme la catégorie culturelle. Nous croyons qu'ainsi, cela permettra à plus de candidats d'y trouver son compte. La catégorie service à la clientèle ne sera plus, quant à elle, une catégorie à vote du public, mais plutôt une catégorie où, comme les autres, les candidatures devront compléter le formulaire et se faire valoir selon leur réalisation. 2 nouvelles catégories voient le jour cette année, soit celle d'entreprises agricoles ou forestières, puisque notre milieu regorge de belles entreprises à ce niveau et qu'elles sont une richesse pour notre milieu, ainsi que l'ajout de la catégorie hommes d'affaires de l'année. Vous saviez, nous avions déjà femmes d'affaires, puis on s'est fait dire, bien, si on souligne les femmes, pourquoi pas souligner l'excellence des hommes également? Afin de simplifier la tâche, tous les questionnaires des catégories ont été revus et permettent facilement d'être complétés dans un délai très raisonnable. Donc, pas de raison de ne pas vouloir déposer sa candidature. Les citoyens pourront, dès le début de l'été, emprunter les 6,8 km de pistes de vélo de montagne aménagées au parc éolien des Moulins. La Ville prévoit terminer les travaux d'aménagement de ces pistes au début de l'été et y inaugurer les lieux avant la tenue des premières compétitions, notamment celles qui se tiendront le 24 juin, ainsi que celles se déroulant dans le cadre de la 53e finale des Jeux du Québec. Le site disposera d'une aire de repos pour les cyclistes à proximité du réservoir de l'Aqueduc, d'un bâtiment d'accueil et d'entretien, ainsi que d'espaces de stationnement. Un appel d'offres est par ailleurs en cours pour la construction de l'infrastructure d'accueil. L'aménagement de ce site a nécessité un investissement total de 385 000 $, incluant la participation financière de 120 000 $ de la part du gouvernement provincial dans le cadre de son programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives, phase 3, ainsi que d'un montant de 95 000 $ consenti par le Fonds Chantier Canada, volet Fonds des petites collectivités. Située à Thetford Mines, la Galerie des enfants innove en ajoutant un module de jeu souple à 3 étages
augmentant ainsi de 2000 pieds carrés la superficie de ces installations. Ainsi, la Galerie des enfants devient le seul parc d'amusement au Québec à offrir aux enfants deux concepts sous le même toit, soit une ville des métiers et le nouveau module de jeu intérieur. Avec ces investissements, l'entreprise prévoit augmenter la fréquentation du parc en attirant non seulement les habitants de la région, mais aussi une clientèle touristique. Ouvert depuis presque 2 ans, maintenant, le parc d'amusement éducatif est situé dans les Galeries Appalaches de Thetford et est inspiré de ce qui se fait de mieux dans les plus grandes métropoles. La Ville des métiers offre aux enfants et à leurs parents un environnement éducatif sûr, unique et très réaliste, permettant aux enfants de se divertir en jouant des jeux de rôle comme dans le monde des grands. La Galerie des enfants rend possible l'expérimentation, un puissant moyen d'apprentissage. Grâce à chaque jeu de rôle en emploi et aux activités, les enfants apprennent la façon dont fonctionne la société, la réalité financière, les professions, le travail d'équipe, l'indépendance, l'estime de soi et les compétences de la vie réelle. La Galerie des enfants est située au 520 boulevard Frontenac-Ouest, aux Galeries Appalaches. Pour débuter l'année 2018, la Station des Arts présente une exposition réunissant 7 artistes thetfordois proposant chacun leur vision artistique de la Provence. Sous le thème « Impression de Provence », cette exposition est le résultat d'un voyage artistique réalisé en septembre 2015 dans le sud-est de la France. Un groupe d'artistes thetfordois a répondu à l'appel d'une artiste française, Mme Dany Laurençon-Redeuil, pour aller peindre chez elle en Provence. La lumière des lieux, les paysages typiques, l'histoire, les traditions, la culture et les routes suivies par les maîtres du passé ont été autant de sources d'inspiration que chacun a traduit selon son style et son médium artistique. Les artistes Marie-Dany Laurençon-Redeuil, Gérald Brassard, Marie-Claude Bouchard, Gisèle Martineau, Denise Mercier-Blais, Michel Sansouci et Guy Roy ont participé à cette aventure artistique. Leurs impressions, exprimées par leurs œuvres, sauront plaire à petits et grands. Une bouffée estivale en prélude au printemps. La Station des Arts est ouverte au public le jeudi et le vendredi de 18h à 21h, ainsi que le samedi et le dimanche de 13h à 16h. Le club Rotary de Thetford a souligné dernièrement son 75e anniversaire de fondation le 24 février dernier, lors d'une réception au club de golf et curling de Thetford Mines, au lendemain du 113e anniversaire du Rotary international. C'est le 14 septembre 1942 que le club Rotary de Thetford était fondé sous la présidence de M. O.C. Smith de Asbestos Mining, ayant comme secrétaire le notaire Jean-Marc Roberge, ainsi que 14 autres membres, dont M. Tancred Labbé, qui a été maire de Thetford Mines et député provincial de l'Union nationale. Les membres se réunissaient une fois par semaine au Manoir Hébert, qui était situé à l'intersection de la rue Notre-Dame et Saint-Alphonse. Le club, par ses levées de fonds, a financé beaucoup d'événements dans la communauté, dont les premières tentes à oxygène pour l'hôpital et un camp de vacances administré par une congrégation religieuse. Tout se passait entre hommes à l'époque et il a fallu attendre en 1997 pour qu'une femme soit reçue membre officiellement. Il s'agissait de la regrettée Francine Bellavance Duclos, qui s'est hissée 4 ans plus tard à la présidence. Aujourd'hui, parmi les 27 membres,
on compte pas moins de 17 femmes. Depuis l'année 2000, le Club Rotary a distribué plus de 260 000 $ à la communauté, dont 93 200 $ à la Banque alimentaire La Vigne, 83 675 $ au Centre Don Rémy, 13 300 $ au Centre de stimulation L'Intercom et 10 000 $ à Enfants Santé. La prochaine activité du club se tiendra samedi le 5 mai prochain avec la soirée Rotacrab au club de golf du Mont-Adstock. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission Appalaches en quelques mots pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être au rendez-vous la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute. Nos émissions se poursuivent. À tous et à toutes, une excellente semaine.